Le lanceur d'alerte, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que c'est un personnage dont le statut, comme vous dites, la définition plutôt, je dirais, a changé au fil du temps. Au départ, tel qu'on l'avait conçu, c'était quelqu'un qui ouvrait un processus critique, c'est-à-dire qu'il disait il y a un problème, il va falloir le résoudre, ou il y a des incertitudes, ou il y a un risque potentiel, et qui s'adressait en général à des pouvoirs publics ou des autorités qui faisaient la sourde oreille, ou en tout cas géraient le problème de manière assez catastrophique. On pense bien sûr à l'amiante, par exemple, qui est l'exemple prototypique de l'amiante. Ça remonte quand même au début du XXe siècle. Il y a eu différentes phases, et c'est surtout dans les années 70 en France qu'il y a eu beaucoup de mobilisation. Vous voyez, on est quand même 40 ans de retard. Et c'est finalement en 1997 que le processus s'arrête avec l'interdiction officielle de l'amiante. Donc c'est des processus très longs, dans lequel, pour moi, le lanceur d'alerte, la première définition, c'est celui qui ouvre ce processus. Il lance une alerte et hop, derrière, des gens s'y intéressent, se mobilisent, discutent, prennent des décisions, etc. Voire contre l'alerte, évidemment, un peu comme les climato-sceptiques essayent de contrer l'alerte du GIEC. Ensuite, au fil du temps, se sont intéressés aux lanceurs d'alerte les journalistes, les juristes, les philosophes, les militants, les ONG, puis les pouvoirs publics. Et progressivement, s'est posé cette question de qui sont ces personnages et comment surtout les protéger face aux attaques dont ils peuvent faire l'objet, en particulier en diffamation, sur la violation des secrets, etc. Et donc, si vous voulez, il y a eu un travail d'une dizaine d'années avec différentes personnes politiques. Je pense à Corinne Lepage, par exemple, ou Marie-Christine Blandin, ou d'autres acteurs qui ont essayé de pousser l'idée qu'il fallait protéger le lanceur d'alerte juridiquement, un peu sur le modèle de certains dispositifs juridiques à l'étranger. En 2008, il y a eu un grand colloque au Sénat, qui était à l'occasion d'ailleurs du Grenelle de l'environnement qui venait d'avoir lieu, et donc il y avait une espèce de vague favorable un peu à la prise en compte des alertes, etc., pour une meilleure gestion des risques, etc. Et aujourd'hui, ça a beaucoup bifurqué parce que les lanceurs d'alerte qui se sont le plus manifestés ces dernières années vont plus toucher à des questions de corruption, de surveillance de masse avec Edward Snowden par exemple, évidemment LuxLeaks, on va y revenir peut-être. Et donc là aujourd'hui, le lanceur d'alerte c'est plus celui qui va dévoiler, si vous voulez, des pratiques illicites ou des pratiques problématiques comme l'optimisation fiscale, etc., etc. Et donc il y a eu un déplacement de la définition. Le lanceur d'alerte est un concept qui a servi à plein de gens finalement à trouver un espace de parole pour exprimer leur expérience sur des conflits au travail, dans les organisations, dans les institutions, sur des causes qui leur semblent des causes fondamentales comme le climat, la biodiversité, etc., etc., ou sur les évolutions, on va dire, du capitalisme contemporain avec ses dérives financières qu'on connaît, etc., etc., ou les inégalités, tout ce que vous voulez. Et donc en fait, le concept a servi de fédérateur, vous voyez, à toutes sortes d'expériences qui en fait, quand on regarde, ça part dans tous les sens. Ça va aller de l'agriculture et de ceux qui essayent de faire de l'alternative agricole, en passant évidemment par la question des OGM, des pesticides, la question de l'eau, la question des rapports nord-sud, allons-y. Et on va avoir toutes sortes de gens qui vont en fait revendiquer leur action comme étant une action de lanceur d'alerte. Donc ça c'est un phénomène social typique, vous voyez, de propagation. Alors c'est pas viral au sens où on le dit aujourd'hui du web, c'est plus profond. Je pense qu'il y a une épaisseur historique maintenant d'une vingtaine d'années. Et donc c'est vrai que moi en tant que sociologue, j'observe ça, je ne vais pas essayer d'imposer une définition du lanceur d'alerte stricte. Elle se nourrit de toutes les expériences collectives, individuelles, et surtout en fait elles maintiennent une tension critique décisive pour nos démocraties. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas tous ces gens pour prendre la parole, parfois on a le sentiment qu'on tombe dans une espèce de silence généralisé, un peu avec la novlangue qui viendrait expliquer tout ce qui se passe, un peu style 1984. 1984, c'est bien derrière nous, comme vous le savez, et aujourd'hui on a quand même des pouvoirs qui jouent beaucoup d'une espèce de langue de bois, qui étouffe les problèmes ou qui les diffère. Si on prend l'exemple du glyphosate au niveau européen, vous savez comment ils ont gagné 5 ans. Alors que tout le monde sait qu'il faut arrêter ce genre de truc. Vous voyez, donc le jeu de l'alerte a nourri en fait tous ces processus, et je pense qu'en fait ça vient remplacer, alors c'est dommage, pas se substituer, mais prendre la place de ce qui avant était plus des activités syndicales ou associatives, etc., qui sont aujourd'hui un peu, malheureusement, un peu en perte de vitesse. C'est que dans le cas du lanceur d'alerte, il y a toujours ce problème de la séparation de l'intérêt particulier et de l'intérêt général.
qui est capable de dire ce que c'est que l'intérêt général? Normalement, dans les textes juridiques, c'est très flou. Je veux dire, c'est l'État, c'est le préfet, c'est le ministre, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'ensemble des scientifiques qui vont définir l'intérêt. Donc en fait, un lanceur d'alerte, il se met à l'épreuve de devoir démontrer que son acte en fait rencontre un intérêt qui le dépasse. Public, un intérêt public, un bien commun, comme on dit aujourd'hui, une valeur universalisable, les droits de l'homme, les droits à avoir un environnement sain, par exemple, etc. etc. Et donc l'enjeu, il est plutôt là, sur le déplacement du particulier au général. Parce que la délation, évidemment, c'est un acte qui est toujours de viser des personnes ou des petits groupes, dans le but en fait de sanctionner leur pratique ou de les empêcher de faire quelque chose. Et c'est généralement fait toujours sous le manteau, de manière voilà, cachée, parce qu'il n'y a pas la légitimité de l'intérêt public, général, collectif, qu'une vraie alerte porte.